Je m'appelle Karim. Je suis infirmier depuis 8 ans. Et ce que je vais vous raconter ce soir, je ne l'ai jamais dit à personne. Pas à ma femme, pas à mes collègues, pas au médecin que j'ai consulté 3 mois après les faits, quand je ne dormais plus du tout et que je commençais à voir des choses dans les miroirs. Pas à ma mère, qui m'a appelé un soir parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle a ce don, elle a toujours eu ce don, et à qui j'ai dit que tout allait bien, avec la voix calme et posée qu'on apprend à avoir quand on travaille en psychiatrie. Parce que personne ne m'aurait cru. Parce que moi-même, pendant longtemps, je n'y croyais pas. Il faut que je vous parle de l'hôpital Saint-Lazare d'abord. Ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom que je lui donne pour ne pas avoir de problèmes. Des problèmes juridiques, professionnels ou autres. C'est un ancien établissement psychiatrique en région parisienne, fermé définitivement en 2019, après des années de sous-financement, de scandales administratifs étouffés et de départs en masse du personnel soignant. 200 lits répartis sur 4 étages. Des ailes entières condamnées depuis les années 2000, faute de budget pour les rénover. Des sous-sols que personne ne visitait plus depuis si longtemps que les plans n'existaient plus. J'y avais travaillé 2 ans, de 2017 à 2019, jusqu'à la fermeture. C'était mon premier vrai poste après mes études. J'étais jeune, idéaliste, convaincu que je pouvais faire une différence. L'hôpital m'a appris beaucoup de choses. Sur la maladie, sur la souffrance humaine, sur les limites de ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas être aidé. Il m'a aussi appris quelque chose que les études n'enseignent pas. Certains endroits gardent une mémoire, pas une mémoire abstraite, une mémoire vivante. Les anciens du personnel se racontaient des histoires à voix basse dans la salle de pause, des lumières qui s'allumaient seules dans les ailes condamnées, des bruits de pas dans les couloirs vides à 4 heures du matin, une aide-soignante qui avait démissionné du jour au lendemain après avoir vu quelque chose dans la salle de bain du 4e. Elle n'avait jamais voulu dire quoi. Je n'y croyais pas. Je souriais poliment et je retournais travailler. En 2023, un promoteur immobilier a racheté le bâtiment pour le transformer en résidence haut de gamme. Le genre de projet qui fait polémique, transformer un hôpital psychiatrique en appartement de luxe, mais qui finit toujours par se faire faute d'alternatives. Un ami architecte, Thomas, travaillait sur le projet de rénovation. Il m'a proposé de l'accompagner pour une visite technique un samedi matin. Repérage des structures portantes, état des murs, relevé des dimensions des pièces. Il avait besoin de quelqu'un qui connaissait le bâtiment pour ne pas passer 3 heures à chercher les escaliers de service. « Tu connais cet endroit mieux que quiconque », il m'a dit. 2 heures maximum, on ressort déjeuner. J'aurais dû refuser. J'aurais pu inventer un prétexte, un empêchement de dernière minute. Ma femme avait justement prévu quelque chose ce week-end-là. J'aurais pu m'y raccrocher. Mais j'ai dit oui. Parce que quelque part, j'avais envie d'y retourner. Pas par nostalgie, par autre chose que je n'arrivais pas à nommer à l'époque et que je comprends maintenant. Il m'attendait. Le bâtiment était dans un état de conservation étonnamment correct pour 4 ans d'abandon. Pas de vandalisme majeur. Les promoteurs avaient fait sécuriser le périmètre rapidement. Les couloirs sentaient le plâtre humide, le métal rouillé et quelque chose d'autre, quelque chose de plus organique que je reconnaissais sans pouvoir l'identifier.
La lumière du matin entrait par les fenêtres dont certaines vitres étaient intactes, d'autres remplacées par des planches de contreplaqué. Elle projetait des rectangles gris et jaunes sur le lino décollé des couloirs, créant des alternances d'ombre et de lumière qui rendaient les distances difficiles à évaluer. Je connaissais cet endroit. J'y avais passé des centaines de nuits de garde. Je savais où était chaque salle de soins, chaque réserve à médicaments, chaque escalier de secours, chaque recoin où le personnel allait fumer en cachette. Mes pieds retrouvèrent le chemin sans que j'aie besoin de réfléchir. Mais quelque chose avait changé. Je ne savais pas quoi formuler précisément. Juste une sensation diffuse, comme une pression légère derrière les yeux. Comme quand on entre dans une pièce et qu'on a l'impression que quelqu'un vient d'en sortir. La chaleur d'une présence récente, l'air légèrement déplacé. Thomas était au rez-de-chaussée, absorbé dans ses mesures, son télémètre laser cliquetant régulièrement dans le silence. « Je monte voir le deuxième », je lui ai dit. Il a levé le pouce sans lever les yeux. Le deuxième étage abritait le couloir B, les chambres individuelles pour les patients en phase aiguë. Isolation relative, suivi renforcé, pas de matériel potentiellement dangereux dans les chambres. C'était là que les cas les plus complexes étaient logés. Toutes les portes du couloir étaient ouvertes. C'est normal, dans un bâtiment abandonné. Les équipes de déménagement laissent tout ouvert. L'air circule. Les portes finissent par se bloquer en position ouverte avec le temps et l'humidité. Toutes, sauf une. La chambre 214. Je me souvenais de cette chambre. Je m'en souvenais très précisément. En 2017, quelques semaines après mon arrivée, elle avait été occupée par un patient que j'appellerais Monsieur V dans ce récit. 62 ans à l'époque, interné en hospitalisation sous contrainte suite à 3 épisodes dissociatifs sévères en l'espace de 6 mois. Des épisodes pendant lesquels il ne reconnaissait plus sa femme, ne savait plus son propre nom et tenait des conversations détaillées avec des personnes que personne d'autre ne pouvait voir. En dehors de ces épisodes, il était d'une lucidité déconcertante, calme, poli, jusqu'à l'essai. Il avait été professeur de philosophie pendant 30 ans avant la maladie, et ça se sentait dans sa façon de parler, précis, nuancé, jamais de mots de trop. Les internes adoraient discuter avec lui pendant leur garde. Il dessinait en permanence. Des carnets qu'il achetait à la boutique de l'hôpital, qu'il remplissait en quelques jours et qu'il gardait empilés sur sa table de nuit. Il avait demandé formellement, par écrit, que le personnel soignant ne les lise pas. Pas par hostilité, il l'avait expliqué clairement à son médecin référent. C'était privé, disait-il, comme un journal. Sauf que ce n'était pas un journal. Je le sais, parce qu'une nuit, très tôt, dans mon passage à Saint-Lazare, je l'avais trouvé en train de dessiner et il m'avait montré une page de son plein gré. Pas du texte, des formes, des visages, peut-être, ou des choses qui ressemblaient à des visages vus de très loin, des lignes qui se croisaient selon une logique que je ne comprenais pas. « Qu'est-ce que vous dessinez ?» j'avais demandé. « Ce que je vois », il avait répondu simplement. Je n'avais pas posé d'autres questions. Monsieur V avait passé 9 mois dans la chambre 214. Il était sorti une fois pour quelques semaines dans une structure de soins allégée, puis était revenu. Son état s'était stabilisé sans vraiment s'améliorer. Il était devenu une présence familière dans le service,
une sorte de figure tutélaire que les nouveaux membres du personnel apprenaient rapidement à respecter sans toujours savoir pourquoi. Il est mort dans la nuit du 14 au 15 février 2019. Arrêt cardiaque dans son sommeil, selon le rapport médical. 3 semaines avant la fermeture définitive de l'établissement. J'étais de garde cette nuit-là. Et ce que j'ai omis de mentionner dans mon compte-rendu, ce que j'ai omis de mentionner à tout le monde depuis 5 ans, c'est qu'il m'avait parlé quelques heures avant sa mort. Il était 3h12 du matin. Je faisais ma ronde du couloir B comme chaque nuit. La chambre 214 était silencieuse, mais une bande de lumière filtrait sous la porte. La veilleuse était allumée, ce qui était inhabituel à cette heure. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. J'ai entrouvert la porte. Monsieur V était assis sur son lit, le dos parfaitement droit, les yeux grands ouverts, un carnet ouvert posé sur ses genoux. Il me regardait comme s'il m'attendait, pas comme quelqu'un qu'on réveille ou qu'on surprend, mais comme quelqu'un qui a préparé quelque chose et qui attendait que vous arriviez enfin. « Vous ne dormez pas », j'ai dit doucement. « Je vous attendais », il a répondu. Un silence. Il a fermé le carnet et me l'a tendu. Je l'ai pris sans réfléchir, par réflexe, parce qu'on prend ce qu'on vous tend. « Ne le lisez pas ce soir », il a dit. « Lisez-le quand vous reviendrez. » Revenir. « Monsieur V, je travaille ici. » Il a souri. Ce sourire étrange que je n'ai jamais oublié. Pas triste, pas heureux. Quelque chose entre la sérénité et la résignation. Non. Après, quand le bâtiment sera vide et que quelqu'un vous y ramènera. J'ai regardé le carnet dans mes mains. Couverture noire, usée. Son nom écrit au stylo sur la tranche. Monsieur V, je ne peux pas prendre vos affaires personnelles. Vous ne prenez rien. Je vous donne. J'ai posé le carnet sur sa table de nuit. Je lui ai dit de dormir. Il a hoché la tête sans cesser de sourire. À 6h47 du matin, l'alarme de sa chambre s'est déclenchée. Il était mort dans son sommeil. Et le carnet sur sa table de nuit avait disparu. Devant la chambre 214, dans le couloir silencieux de l'hôpital abandonné, j'ai hésité. La porte fermée me semblait anormale. Pas menaçante, juste anormale. Comme un détail qui ne colle pas dans un tableau par ailleurs cohérent. J'ai posé la main sur la poignée. Le métal était froid, beaucoup plus froid que l'air ambiant. La poignée a tourné normalement, mais la porte a résisté une seconde, une fraction de seconde, à peine perceptible, comme si quelque chose retenait de l'autre côté. Puis elle s'est ouverte en douceur, sans bruit. La chambre était telle que je l'attendais. Le lit avait été retiré lors du déménagement. Les murs blancs portaient les marques du temps, des griffures, des taches d'humidité, une longue fissure diagonale dans le plâtre qui n'était pas là en 2019. La fenêtre laissait entrer une lumière froide et plate. J'ai fait le tour de la pièce, lentement. Rien, comme toutes les autres chambres. Puis j'ai vu le coin. Par terre, dans l'angle entre le mur du fond et le vieux radiateur en fonte, il y avait un carnet. Couverture noire. Page jaunie par le temps. Posé à plat. Pas de travers comme quelque chose qu'on aurait laissé tomber. Posé avec intention, face vers le haut. Je me suis accroupi lentement. Je l'ai ramassé. Mes mains ne tremblaient pas encore. Elles ont commencé à trembler un peu plus tard,
quand j'ai été seul dans ma voiture sur le parking, incapable de démarrer pendant 20 minutes. Sur la couverture, écrite au stylo sur la tranche, un nom. Le nom de Monsieur V. Je l'ai ouverte à la première page. En haut à droite, une date. Février 2019. Le dernier mois de sa vie. En dessous, écrite à l'encre noire dans son écriture serrée et précise que je reconnaissais, entre mille, je savais que vous reviendriez. J'ai écrit ceci pour vous. Prenez le temps de lire. Vous avez tout votre temps maintenant. J'ai tourné la page. Ce que j'ai lu pendant les 20 minutes suivantes, debout dans la chambre 214 d'un hôpital abandonné, a changé quelque chose en moi de manière définitive et irréversible. Je ne lirai pas à voix haute le contenu de ce carnet. Pas parce que je veux créer du suspense, pas parce que je cherche à vous manipuler, parce que certaines choses ne se partagent pas sans conséquence. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 40 pages écrites de ce carnet, Monsieur V décrivait, avec une précision absolue, des événements qui ne s'étaient pas encore produits en février 2019. La mort de mon père en août 2020. Le prénom exact de ma fille, née en 2021. L'accident de voiture de mon frère en janvier 2022. La rue, l'heure, le modèle de la voiture qui l'a percuté. Des dizaines de détails sur une vie qu'il n'avait jamais connue, sur des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Tout s'était réalisé, absolument tout. La 30e page s'arrêtait brusquement au milieu d'une phrase, comme si la main avait été interrompue. Puis, les 10 dernières pages étaient vierges, sauf la dernière. Sur la dernière page, une seule phrase, écrite plus fort que tout le reste. Le crayon enfoncé dans le papier, comme si la main avait appuyé avec toute la force dont elle était capable. La prochaine fois que vous lirez ces mots, je serai dans la pièce avec vous. J'ai refermé le carnet. J'ai pris une inspiration lente et régulière, comme on apprend à le faire dans les situations de crise. J'ai posé le carnet contre ma poitrine et je me suis retourné. La chambre était vide. Bien sûr qu'elle était vide. J'ai regardé le sol. La couche de poussière fine et de uniforme qui recouvrait le lino intact depuis des années documentait fidèlement tout ce qui s'était passé dans cette pièce. Mes empreintes de pas, depuis la porte jusqu'au coin où j'avais ramassé le carnet. Et entre mes empreintes et la porte, entre moi et la seule sortie de la pièce, des empreintes de pieds nus. Petites, profondes, fraîches, orientées vers moi. Je suis redescendu. J'ai rejoint Thomas au rez-de-chaussée sans rien dire. Il m'a regardé, a demandé si ça allait. Il a dit que j'étais blanc comme un linge. J'ai eu un malaise, j'ai dit. La poussière. Nous sommes partis. Dans ma voiture sur le parking, j'ai ouvert le carnet une dernière fois. La dernière page. La phrase. Sauf que sous la phrase, il y avait maintenant quelque chose que je n'avais pas vu la première fois. Quelque chose d'écrit dans la marge, tout en bas, en lettres minuscules. Les 10 dernières pages ne sont pas vierges. Vous n'étiez pas encore prête à les lire. Ce soir, chez moi, j'ai rouvert le carnet. Les 10 dernières pages ne sont plus vierges. Je ne sais pas depuis quand. Je ne sais pas comment. Et je ne suis pas encore prête à vous dire ce qui est écrit dessus. Fin.